Bonjour chère communauté francophone et francophile, bienvenue sur cette nouvelle vidéo brûlante qui s'intitule Vivre et survivre en Colombie-Britannique. Ici nous allons parler inflation, coût de la vie, système de santé, personnes sans abri. Le ministère des Finances nous a adressé un petit mot concernant l'inflation, alors je vais vous le lire. Où que nous habitions, en ville, à la campagne, dans un village ou dans une communauté des Premières Nations, nous voulons un logement acceptable et abordable, des soins de santé de qualité, de l'aide quand nous en avons besoin et des perspectives d'avenir pleines de promesses pour tout le monde. Face aux défis mondiaux comme l'inflation et les taux d'intérêt élevés, nous nous attaquons aux gros défis afin d'aider les gens à se construire une bonne vie en Colombie-Britannique. Le 22 février dernier, le gouvernement de la province a présenté son budget. Il comprend des investissements dans les soins de santé, l'enseignement, l'atténuation des effets des urgences climatiques, également des investissements pour aider les familles à composer avec l'inflation et l'abordabilité du logement. Donc, en 2024, le déficit sera de 7,9 milliards de dollars, avec un GDP, donc produit intérieur brut, qui va chuter à 0,8%, et qui tranquillement remontera en 2025. Quelle est l'inflation et son taux en Colombie-Britannique? Donc entre janvier 2023 et janvier 2024, le taux d'inflation dans la province en bleu foncé est de 3%. Le plus fort est celui de l'Alberta et le plus faible celui du Manitoba. Donc là, concentrons-nous uniquement sur la Colombie-Britannique. Et voyons un peu comment se répartit ce 3%, le All Items en bleu foncé. Donc 6,8% d'augmentation concernant le logement, suivi de 4,4% par la nourriture et 3,5% par les coûts personnels et de santé. Alors, on va parler maintenant plus en détail du logement et de son coût. Ici, vous avez une carte issue du site internet rentals.ca. Donc, des moyennes des coûts des logements au niveau national. Et on se rend compte bien rapidement que les villes les plus chères sont à la fois en Colombie-Britannique et en Ontario, mais avec dans le top 10 six villes de la Colombie-Britannique. Donc bien sûr la ville la plus chère, ce n'est pas une surprise, en mars 2024, c'est Vancouver, qui est une des villes les plus chères au monde. Donc vous avez un exemple pour un appartement avec une chambre, ça coûte 2600 $, et pour deux chambres, 3500 $. Je rappelle que Victoria et Nanaimo sont situés sur l'île de Vancouver, et Kelowna, c'est au centre sud de la province, et les autres villes sont situées dans le Grand Vancouver. Et je vous ai également mis les coûts d'une ville comme Hope, qui est donc l'extrême ville du Lower Mainland, donc on va dire à 150 km à l'est de Vancouver, donc un 2 chambres, qui coûtera 1700 $. Et puis aussi ceux qui sont intéressés pour s'éloigner de ces grands centres-villes, à Prince George, un 2 chambres coûtera 1300 $, donc Prince George, nord, pas extrême nord, mais en tout cas nord de la province, où il y a une communauté francophone dynamique. Et donc un chiffre important qui n'est pas noté sur votre écran, donc entre février 2023 et février 2024, le taux d'inflation du coût des logements à l'échelle du pays est de 10,5%. Et on constate qu'il diminue de 0,1% de mois en mois. Que fait le pays pour lutter contre ce déficit criant
d'offres en termes de logement, qui crée aussi, qui contribue aussi à l'inflation. Donc, il a une stratégie sur 10 ans, Canada's National Housing Strategy. Donc, c'est une stratégie donc voilà qui représente 72 milliards de dollars sur ces 10 années, qui vise à renforcer la classe moyenne, à réduire de moitié l'itinérance chronique, donc ça on va le voir, hein, les personnes qui sont sans logement, et à stimuler l'économie, combler les besoins en matière de logement de 530 000 familles, rénover 300 000 maisons et en construire 160 000 nouvelles. Donc à qui s'adresse ce plan? Donc la priorité est aux personnes dont les besoins en matière de logement sont les plus criants, donc les personnes en difficulté, comme les femmes et les enfants qui fuient une situation de violence conjugale, les aînés, les autochtones, les itinérants, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes, les groupes racisés et les nouveaux arrivants au Canada. Donc, c'est peut-être cette dernière catégorie qui te concerne. Au niveau provincial, donc découle de ce plan national le Home for People Programme in BC, donc sur les mêmes 10 années. Donc là, c'est 114 000 maisons qui sont prévues d'être construites. Également, le taux d'augmentation des loyers a été fixé en 2024, plafonné à 3,5%, contrairement à 2% l'année dernière. Donc en fait, ça veut dire que quand tu es dans un logement, à l'issue de ton bail, si tu restes, tu signes un second bail, le propriétaire peut augmenter le loyer de 3,5%, mais pas au-delà. Ce taux ne fixe en aucun cas le prix du loyer quand tu arrives dans un nouveau logement. C'est vraiment un plafond qui limite l'augmentation entre le renouvellement des baux, ça se dit les baux, bon, ou des bails au pluriel. Parallèlement donc à ces constructions de maisons, la province a mis en place une nouvelle loi qui prendra effet en mai 2024 sur les short-term rentals, donc les locations à court terme, qui ont explosé de 20% en un an, tout ce qui est Airbnb, VRBO, Expedia, Flipkey. Donc en 2023, c'est 16 000 maisons qui sont réservées à des logements de vacances. Donc en gros, la loi dit tous ces propriétaires de ces 16 000 logements, vous ne pourrez plus faire de location de courte durée. Vous devrez faire des locations à l'année, sauf si votre logement de vacances se situe sur votre propriété, donc comme dans un basement ou une maison sur le même terrain. Il y a des exceptions à cela, comme les 14 lieux de villégiature référencés dans la province, comme Tofino, Whistler, Harrison Hot Springs. Et la loi concerne toutes les villes de plus de 10 000 habitants, ou les villes qui ont moins de 10 000 habitants, mais qui sont situées à moins de 15 km d'une ville de 10 000 habitants. Et également toutes les résidences qui sont dans les parcs, BC Park de la province sont exemptes de cette loi. Voilà pour les logements. Ensuite, le coût de la nourriture. Donc là, je t'invite à regarder toute la playlist sur manger et boire en Colombie-Britannique si tu veux savoir ce que contiennent les aliments que tu vas consommer ici. Donc je vais pas y revenir bien sûr, mais on va plutôt parler du coût de ton panier. Donc écoute, voilà, hein, il est de 1360 $ par mois pour une famille de 4. Donc là, c'est issu d'un rapport très récent, Canada's Food Price Report. Et là, tu as l'augmentation entre 2023 et 2024. Donc en Colombie-Britannique, c'est ISO, ça reste à 5,9% d'augmentation. Mais voilà, encore l'Alberta qui va encore bien augmenter sur ce point-là.
Donc ce qui veut dire que par rapport à 2023, là, le panier en Colombie-Britannique, il a augmenté de 700 $ par an. Ok. Alors aussi, ce qui peut te coûter cher, c'est les services de crèche. Mais le gouvernement vient de mettre en place, alors c'est assez récent, mais en tout cas au printemps 2024, c'est 15 000 places qui vont être créées et subventionnées. Donc en gros, au lieu que ça te coûte 1120 $ par mois pour un enfant en crèche, ça te coûtera 200 $. Donc voilà, c'est très très intéressant, en sachant que l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Ils les prennent à 5 ans. Mais donc voilà, ça peut être long, hein, le temps de toi, ça peut durer 5 ans, voilà, si tu dois mettre ton enfant dans une crèche. Voilà, peut-être le challenge, ce sera de trouver une place disponible dans ces centres subventionnés. Et aussi, alors là, j'ai pas mis les chiffres parce que c'est quand même très variable, mais il y a aussi les coûts du Before and After School Program. Donc, comment on appelle ça en français, le temps périscolaire. Donc, avant l'heure de l'école, 8-9 heures le matin, et après l'école, 2 ou 3 heures de l'après-midi. Donc, en sachant que voilà, l'école, par exemple, finit soit à 14h, 14h30 ou 15h. Toi, si tu finis le travail à 5 heures, voilà, tu peux compter 2 heures de garderie. Donc, ça peut coûter, enfin, j'ai des exemples de chiffres, 400 par mois. Si tu mets ton enfant tous les après-midi pendant un mois, 400 $ par enfant. Donc en fait, tu vas vite comprendre que et en fait, tu vas comprendre pourquoi beaucoup de familles sont basées sur un seul revenu. En fait, il n'y en a qu'un des deux dans le foyer qui travaille, parce que bien souvent, le deuxième salaire est consacré soit aux frais de garderie, peut-être plus maintenant avec cette super aide du gouvernement, et aux frais périscolaires. Donc voilà, à moins d'avoir fait un coup de maître, voilà, je connais des gens qui travaillent tous les deux à temps plein de chez eux, à distance, et l'école de leurs enfants est à 50 mètres de leur maison. Donc du coup, voilà, ils s'arrangent tous les deux, et que les enfants ne soient jamais dans ces before et after school programmes, pour éviter des coûts supplémentaires. Mais voilà, c'est ce que j'appelle un coup de maître. C'est pas tout le monde, voilà, qui va arriver à régler son organisation de façon millimétrique, voilà, comme ces gens. Enfin, pour terminer sur l'inflation, écoute, je te propose de faire un petit bilan comptable. Soyons concrets alors. Pour une famille de 4 enfants par mois, qu'est-ce que tu vas gagner et qu'est-ce que tu vas devoir sortir? Donc là, j'ai choisi de prendre une famille qui a un seul revenu, moyen, voire bas, de 2800 $ net, avec une estimation d'aide de la province, et puis aussi j'aurais pu rajouter fédéral d'Ottawa à 700 $. Donc je les ai listés, ces aides, dans la vidéo s'administrer en Colombie-Britannique, donc je t'invite à la consulter. Donc il y a les prestations familiales, il y a les remboursements de taxes, et puis aussi une aide pour compenser le climat. Donc tu pourrais avoir 3500 $ par mois. Qu'est-ce que tu vas devoir dépenser? Donc là, je t'ai choisi un appartement. Donc attention, un appartement, donc pas d'extérieur. 2 chambres à Hope, donc les 1700 $. Utilities, donc toutes les charges. J'ai mis internet dedans, 200 $. Ton assurance habitation, c'est une moyenne, hein, c'est à peu près ça, hein, 100 $. L'auto aussi, hein,
Ça, pareil, hein, dans la vidéo s'administrer en Colombie-Britannique, hein, je t'en parle de l'assurance auto, 200 $. Et donc, le panier de nourriture à 1300. Donc là, 1300, c'est le panier nutritif, hein, de qualité. Hein. Et avec ce prix-là, tu peux manger organique aussi. Donc, ben voilà, en fait, ça s'équilibre. Tu vas dépenser par mois à peu près 3500 $. Donc, je pars du principe aussi que tu n'as pas de frais de garderie, ni de frais périscolaires, parce qu'il y en a un des deux qui est à la maison ou qui travaille chez lui, donc qui peut gérer ça, qui travaille peut-être à mi-temps. Voilà, donc je les ai pas mis. Et j'ai pas mis non plus des estimations de coûts d'activité pour les enfants, parce que si tu te réfères à la vidéo Apprendre en Colombie-Britannique, souviens-toi que si ton enfant est inscrit dans une école, on va dire classique, ou s'il est dans un programme online learning, donc avec un statut enrolled, tu pourras toucher 600 $ par enfant. Enfin, c'est pas vraiment que tu les touches, mais tu pourras financer à hauteur de 600 $ des activités pour tes enfants, donc de la danse, de l'art, enfin, toutes ces choses-là. Si tu choisis le homeschooling, donc complètement, du statut, donc je te rappelle, c'est registered. Donc là, tu ne pourras pas bénéficier de ces 600 $. Donc voilà, il faudra les ajouter si tu veux faire des activités pour tes enfants. Donc en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est pas la ruée vers l'or, hein, c'est pas le jackpot, l'immigration en Colombie-Britannique, c'est une sorte de survie. Et en gros, si t'as pas d'argent de côté, t'es cuit. Hein. Donc je pense que tu l'as compris, mais de toute façon, si tu immigres, le Canada ne te laissera pas immigrer sans avoir des preuves de fond de toute façon, si tu t'es renseigné sur les démarches d'immigration. Et puis tu vas peut-être me dire, non mais moi je suis ingénieur, j'aurais un revenu bien supérieur à ça, mais bon, j'ai pas prévu de l'aborder ici, mais certes, le gouvernement recrute énormément d'immigrants, mais n'était pas forcément accueilli par les Canadiens eux-mêmes sur le plan professionnel. Et il y a énormément de démarches à faire, par exemple, pour valider ce statut d'ingénieur qui a un coût, qui prend du temps. Et puis, tu vas certainement pas travailler tout de suite comme un ingénieur. Donc, voilà, moi, je te mets quelque chose de réaliste. Après, ben, tu peux avoir beaucoup de chance, avoir bien travaillé ton immigration et pouvoir atteindre le poste de tes rêves dès le départ, mais c'est pas le cas en majorité. Allez, on passe sur le système de santé. Alors, Medical Service Plan, donc c'est l'équivalent en France de la sécurité sociale. Donc j'en ai bien parlé sur la vidéo s'administrer en Colombie-Britannique. Mais comme là on est sur un peu ce que ça coûte et comment on va survivre, je te remets ce qui n'est pas remboursé par ce plan. Donc les médicaments, hein. Les drugs c'est les médicaments, les frais d'optique et les frais dentaires. Ok. Donc je rappelle qu'il faut soit une assurance privée pour couvrir ces frais-là, mais bien souvent, ton employeur aura une mutuelle qui couvrira bien ces frais. Voilà. Donc ici, il y a une autre crise parallèle à l'inflation, c'est la crise des médecins. Ici, le médecin de famille a une importance capitale parce que c'est lui qui va te donner le feu vert pour aller voir un spécialiste comme un cardiologue, un gynécologue. Tout va transiter par lui. Et en fait, ils sont peu nombreux par rapport à la demande. Donc là, tu sais que 880 000 Britanno-Colombiens n'ont pas de médecin de famille en 2022. Donc il y a tout un plan qui est mis en place qui s'appelle le Health Connect Registry. En fait, on t'invite, quand tu arrives, à tout de suite t'enregistrer pour bénéficier d'un médecin de famille.
Donc tu n'auras pas le choix, hein. C'est pas lui il est bien, lui il est pas bien, c'est ça ou rien. Et quelles sont les solutions alternatives si tu n'as pas de médecin de famille? Ce sont les walking clinics. Donc là, c'est des cliniques voilà, où tu viens sans rendez-vous. Et donc, chaque fois, tu auras forcément un médecin différent. Donc, il ne pourra pas faire de suivi poussé si tu as une maladie particulière qui demande un suivi. Alors, il faut savoir aussi, c'est important, que la Colombie-Britannique a le temps d'attente le plus long dans le pays, donc qui est de combien? 93 minutes. Et la moyenne au Canada, c'est 68 minutes. Pour la Colombie-Britannique, le temps le plus long, c'est à Victoria, sur l'île de Vancouver, 2 heures à 2h30, et le plus court, c'est à Chilliwack, 48 minutes d'attente, dans une salle d'attente. Voilà. Également, donc, un petit rappel, hein, en cas d'urgence, c'est le 911 que tu dois appeler. Les frais d'ambulance pourront être remboursés ultérieurement. Et là aussi, j'en profite pour te parler des urgences dans les hôpitaux. Tu sais que j'aime bien me baser sur la presse locale. Je trouve que voilà, ça donne une bonne impression. Voilà, ça prend le poumon un petit peu de la vie ici. Donc c'est un journaliste qui racontait son expérience aux urgences de sa ville, enfin l'hôpital de sa ville dans le Lower Mainland, et qu'il a vécu un vrai cauchemar avec des temps d'attente très longs aux urgences, des conditions dramatiques, d'insalubrité, et avec énormément de personnes sans abri, très très malades dans ces hôpitaux. Donc voilà, il a décrit son cauchemar et voilà, moi j'ai pas été confrontée à ça, donc c'est juste un rapport là, que je te fais, mais il faut en avoir conscience. Moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est quand on m'a dit que pour une urgence, il fallait mieux y aller en pleine nuit à 3 heures du matin, parce qu'il y avait moins de cas extrêmes à traiter, et il y avait un temps d'attente plus acceptable, donc à 3 heures du matin. En tout cas, sache que le meilleur système de santé au Canada se trouve en Colombie-Britannique, donc suivant des critères très, très précis. Mais voilà, donc je sais qu'il y a des endroits, quand on lit les statistiques, voilà, au Québec, c'est vraiment très compliqué d'arriver à se faire soigner. Tu lis aussi pas mal de témoignages de personnes qui rentrent dans leur pays d'origine pour se faire soigner, parce que quand t'es pas malade, ça va, mais quand t'es malade et tu dois avoir des soins de façon chronique ou te faire opérer, tu peux avoir une attente d'1 an pour avoir une opération. Donc les gens vont se faire opérer à l'étranger ou rentrent carrément dans leur pays, c'est trop compliqué. Voilà pour le système de santé. Je voulais aussi t'informer sur le radon. Donc, on a parlé des logements. Et c'est quelque chose à prendre en compte quand tu visites notamment une maison. Alors le radon, voilà, pour ceux qui ne savent plus vraiment ce que c'est un gaz radioactif, incolore et inodore, issu de la désintégration de l'uranium et du radium. Et en fait, il s'infiltre dans les bâtiments via les parties directement en contact avec le sol. C'est la deuxième cause de cancer du poumon, après le tabac et l'amiante. Alors ce gaz, il est présent à l'état naturel partout dans le monde. C'est pas tout le monde a été un jour en contact avec du radon. Le problème, c'est dans les maisons et au Canada et en Colombie-Britannique. Le problème, c'est que beaucoup de maisons sont construites sur des basements ou directement sur des dalles sans vide sanitaire. Et là, le radon n'a pas d'autre choix que de venir au premier niveau de ta maison, dans les parties habitables.
Et donc j'ai encore eu un article dans la presse il y a quelques semaines, d'une dame qui sensibilisait aux effets du radon, car on lui avait trouvé un cancer du poumon. Et donc un moyen assez efficace d'en venir à bout, c'est de mettre une aération spéciale, donc qui coûte entre 3 000 et 8 000 dollars. Le problème, c'est quand t'es pas propriétaire, et ce qui est souvent le cas quand tu arrives dans un nouveau pays. Et puis les propriétaires ont d'autres chats à fouetter que d'installer ce genre d'aération. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toi-même vérifier l'aération. Il y a donc des détecteurs. Ça coûte 20 dollars, 30 dollars. Et puis dans les bibliothèques, souvent, au mois de novembre, c'est le mois du radon au Canada, sensibilisation. Et ils en prêtent dans les bibliothèques. Donc tu peux faire déjà tes démarches comme ça. Et puis faire attention au basement. Voilà, je sais que c'est très attractif un basement parce que ça va coûter moins cher. Et forcément, quand on voit le coût de la vie, on va être tenté de mettre sa famille dans un basement. Sauf que tu peux être confronté au radon, à l'humidité. Donc à l'humidité, tu peux développer d'autres maladies comme l'exposition aux moisissures. J'ai rencontré une famille dont les 4 membres sont malades, dont la mère extrêmement malade suite à une exposition aux moisissures dans sa maison, suite à des inondations. Donc voilà, c'est réel. Et aussi le basement, eh ben, il va limiter ton accès à la lumière, donc à la vitamine D. On va dire que des propriétaires honnêtes vont réserver leur basement à des logements de vacances. Là, voilà, on fait un retour sur la loi sur les short-term rentals. Parce qu'ils savent très bien que vivre dans un basement à l'année, c'est pas du tout bon pour ta santé, déjà en termes de manque d'ensoleillement. Et puis aussi, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avant d'avoir un cancer du poumon, c'est après une exposition longue. Et voilà, je t'ai mis les taux de l'Organisation mondiale de la santé, donc où tu peux commencer à être impacté entre 100 et 300 becquerels par mètre cube. On imagine bien que avant d'avoir un cancer du poumon, ça peut peut-être dégrader d'autres choses. Si ça t'intéresse, tu peux trouver des études sur le radon qui endommage l'ADN et puis qui crée des démences. Enfin voilà, après c'est des symptômes en cascade. Et si tu es confronté à des problèmes soudains de mémoire, cette mémoire, on va dire immédiate, où par exemple tu peux trouver tes clés dans ton four, c'est peut-être que tu es en contact avec du radon. Et si tu fais un petit tour sur les vidéos, les produits bruts sur manger et boire en Colombie-Britannique, voilà, je te dis que la Colombie-Britannique, elle est première en culture hors sol des champignons. Et donc, tu peux trouver facilement des champignons comme le lion's mane qui sont assez spectaculaires pour retrouver de la mémoire rapidement si la tienne s'est échappée. Donc il y a quand même des choses très intéressantes ici pour pallier à ces symptômes. Dernière partie et non des moindres, une autre crise frappe toute l'Amérique du Nord, c'est celle des personnes qui expérimentent une situation d'itinérance. Le terme exact pour désigner ces personnes, c'est People Experiencing Homelessness et non plus Homeless People, parce que simplement Homeless People sous-entend que la personne est condamnée à être dans cette situation toute sa vie et elle est désignée par sa situation, tandis que si on dit qu'elle expérimente cette situation, cela veut dire que c'est temporaire et qu'elle pourra certainement s'en sortir un jour. Aujourd'hui, si tu prends les guides touristiques de la côte pacifique nord-américaine,
Les guides qui ont été publiés après la crise du Covid, ils clairement expliqué que tu vas devoir t'attendre à voir des centaines de personnes dans les rues, sur toute la côte Pacifique. Et le pire que tu vas pouvoir expérimenter, ce sera aux États-Unis, dans l'État de Washington et de Californie, dans les villes notamment de Seattle, de San Francisco. Pourtant, ce qu'on voit au Canada est très choquant. Et ben apparemment, c'est rien par rapport à ce qui se passe sur la côte pacifique américaine. Et ce qui est peut-être difficile à imaginer tant qu'on l'a pas vu de ses propres yeux, c'est que cette crise s'étale alors à tout le pays et non plus simplement à la Colombie-Britannique, car c'est vrai qu'avec son climat très clément et l'île de Vancouver, voilà, c'était le refuge des personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, c'est généralisé à tout le pays, donc on peut se demander dans les provinces où il fait moins 30, comment cela est possible. Et ce n'est pas réservé uniquement aux grandes villes, mais également les petites localités sont touchées, à l'extérieur des centres urbains, au nord des provinces. Donc c'est complètement sidérant. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et quelles sont les causes d'une telle crise. La première cause, c'est la pauvreté. Donc le manque de revenus qui concerne 35% en 2023 des personnes qui ont été interrogées en situation d'itinérance. Donc pauvreté, c'est des gens qui dorment peut-être pour les plus chanceux sur un carton, ou d'autres directement sur le trottoir, la tête à même le sol, sans rien. Tu peux les voir marcher sans chaussures, c'est vraiment de la pauvreté comme dans un pays du tiers-monde. Et donc ce qui est choquant, c'est que dans un pays dit développé, il y ait autant de personnes dans cette situation. Bien souvent, aucune dignité leur est réservée, c'est-à-dire qu'ils vont planter des tentes sur des ronds-points, le long des voies ferrées, le long des routes. Il y a, c'est vraiment dramatique. Il n'y a même pas d'endroit où ils peuvent avoir accès à des sanitaires. Ils sont dans des zones très très dangereuses la plupart du temps. La deuxième cause, ce sont les drogues. Donc je vais y revenir avec la crise des opioïdes. Donc là, c'est 24% des gens qui seraient touchés pendant cette enquête et 16% touchés par les maladies mentales. Je vais y venir aussi. Donc depuis 2020, on compte 45% d'augmentation. Donc c'est 45% de plus de personnes dans les rues depuis 2020. Donc la crise du Covid voilà, a fait beaucoup de mal. Parmi ces personnes recensées en 2023, c'est 85% des personnes disent avoir un problème de santé et 69% des personnes interrogées déclarent ne plus avoir de logement depuis plus d'1 an. On va aller dans les détails des chiffres, toujours grâce à cette même étude qui s'appelle Point in Time Count. Donc c'était les 7 et 8 mars 2023 où l'organisation qui s'en occupe sur ces 2 jours sélectionne plusieurs villes dans la province et compte le nombre de personnes qui sont dans la rue. Alors en 2023, dans le Grand Vancouver, il y avait 4821 personnes, contrairement à en 2020, donc c'était la dernière fois qu'ils ont pu faire ce comptage Covid oblige. C'était 3634 personnes, donc d'où l'augmentation de 45% que j'ai cité juste avant. Et 15% des répondants disent avoir perdu leur logement
à cause de la pandémie du Covid. Pour rester sur Vancouver, il y a un quartier qui est tristement connu qui s'appelle East Side, donc où il y a un nombre de plus en plus important de personnes en situation d'itinérance. Je peux te dire que quand tu dois faire la traversée en voiture, c'est très 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 long. C'est insupportable à voir. Et le plus insupportable, c'est d'enchaîner des boutiques de luxe et puis d'un coup ça s'arrête. Et puis là, tu bascules dans un autre monde, donc ces gens qui sont dehors. Et donc encore l'année dernière, il y avait des tentes dans ce quartier. Les gens pouvaient dormir sur les trottoirs dans leurs tentes. Et la municipalité de Vancouver a décidé de nettoyer tout ça. Donc il n'y a plus de tentes. Mais il y a toujours des gens, c'est étrange. Et ces gens, ils n'ont pas d'autre choix que de s'abriter sous des parapluies. Voilà, un petit peu pour illustrer la dignité humaine, voilà où ça en est un peu aujourd'hui. Et si tu te réfères à l'interview de Jennifer Rencontre au sommet, où elle dit avoir fait du bénévolat dans ce quartier East Side pour les personnes dans le besoin. C'était il y a quelques années avec son groupe de sportives. Aujourd'hui, elle ne pourrait plus y aller. C'est vraiment dévasté par la drogue. Donc la situation a clairement empiré. Alors concernant la drogue, on va essayer de comprendre un peu plus ce qu'est cette crise des opioïdes et comment on en est arrivé là. C'est un vrai problème de santé publique. Et une crise d'urgence, un état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2016. Et en fait, c'est dû en partie à un taux très élevé de prescription par des médecins d'opioïdes dans les années 2000, comme la morphine, voilà, pour aider les gens qui avaient des douleurs, quelles qu'elles soient. Et en fait, ça a été très addictif pour ces personnes et ça a développé après un marché noir, illégal, parce que les personnes étaient accros à ces médicaments. Quelles sont les drogues illégales en Colombie-Britannique? Vous avez cette fameuse famille des opioïdes, comme l'héroïne, la morphine, le fentanyl, le crack et la poudre de cocaïne, les méthamphétamines et l'ecstasy. Depuis janvier 2023, la province conduit un projet pilote sur 3 ans qui dit que toute personne en possession de 2,5 grammes de ces drogues dites illégales ne sera ni arrêtée ni condamnée. Cependant, la décriminalisation actuelle ne concerne que la possession, donc il reste interdit de vendre ces drogues. Pourquoi ce projet? L'objectif, c'est d'essayer d'offrir à ces personnes dépendantes des drogues de qualité, car le principal problème vient du fentanyl, qui est une drogue 50 à 100 fois plus puissante que la morphine, qui fait des ravages. Donc, si on regarde un petit peu les chiffres, l'état d'urgence concernant la crise des opioïdes a été déclaré en 2016. Et donc, depuis cette date-là, on compte 14 000 morts d'overdose. Et parmi ces 14 000 morts, 86% seraient dus au fentanyl. Le fentanyl, voilà, se prend sous forme d'un comprimé, mais le problème, c'est que bien souvent, il est coupé à d'autres drogues. Donc les gens ne savent pas en fait qu'ils prennent du fentanyl parce que c'est une drogue bien moins chère, très bon marché, qui vient essentiellement de Chine. Et donc tous les grands ports de la côte nord-américaine sont les premiers à en bénéficier. Et apparemment, c'est encore très difficile de venir à bout de tous ces stocks qui arrivent dans les ports. Il y a encore malheureusement d'autres drogues qui sont en train d'arriver sur le marché qui sont a priori encore plus fortes que le fentanyl.
Donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais tu peux aller voir sur YouTube des reportages à ce sujet pour voir un petit peu l'ampleur de cette crise. Mais si toi, à ton échelle, tu veux aider, tu peux passer par des banques alimentaires qui sont nombreuses pour aider les personnes dans le besoin. Tu peux directement donner des choses à manger aux personnes que tu vois dans la rue. Et voilà, le moindre geste peut être utile pour ces personnes qui sont, comme on l'a vu, pour la plupart très pauvres. Et aussi, l'enquête de comptage à Métro Vancouver relevait que 60% des personnes interrogées, donc ça c'est très important, disent avoir un lien avec les pensionnats autochtones ou un membre de leur famille ayant eu un lien avec ces pensionnats. Donc là, je te réfère à la vidéo S'autochtoniser en Colombie-Britannique où j'en parle largement des conséquences de ces pensionnats, donc les 160 ans de génocide qui ont eu lieu. Donc 60% voilà, de ces personnes seraient touchées par l'histoire du Canada. Et je rappelle que les derniers pensionnats ont fermé en 1990. Donc c'est très récent. Aussi un petit rappel au Canada, le cannabis est légalisé depuis 2018. Tu vas trouver de nombreux magasins de cannabis dans toutes les villes de la province. Voilà, c'était Vivre et survivre en Colombie-Britannique. J'aurais pu aussi intituler cette vidéo Pourquoi quitter la Colombie-Britannique, mais je trouve que ça fait trop négatif, tandis que vivre et survivre, ça donne un petit côté héroïque et ça donne un petit peu d'espoir comme voilà, les personnes en situation d'itinérance et non pas les homeless people. Si tu as des questions, tu trouveras toutes les informations dans la barre descriptive de cette vidéo pour me les poser, pour me joindre. Je te remercie chaleureusement pour ton écoute et je te dis à très bientôt.